Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors, je vous avais pas dit que l'histoire de Cédric Bellon et ses montres éco-responsables était passionnante ? Personnellement, je trouve toujours très intéressant de vous proposer des créateurs, des parcours et des pièces qui sortent des sentiers battus. Merci à tous pour vos notes, MP et commentaires. Et j'oublie toujours de vous le dire, mais pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Ça vous évite d'avoir à le chercher à chaque fois, mais ça vous permet également d'être informé de la disponibilité de l'épisode dès sa sortie. Mais avant de commencer, je suis super fier de vous annoncer mon nouveau partenaire. ABP Concept, aka l'atelier du bracelet parisien. Cette boutique est une véritable institution. J'ai d'ailleurs reçu récemment Yann Perrin dans l'émission, épisode 53, je vous le conseille vivement. Perso, et vous commencez à me connaître, je ne sais parler que de marques ou de personnes qui m'inspirent. Et là, ABP, c'est vraiment le kiff absolu pour personnaliser et sublimer nos montres. Faites-vous ce plaisir au moins une fois dans votre vie, et même si vous ne prenez rien, vous devez au moins voir ça, c'est un délire. Une boutique à l'ancienne, avec un choix quasi infini de poceries, une personnalisation du bracelet à un niveau incroyable, histoire de porter la pièce qui vous ressemble. Et je peux vous dire que ça change tout. Perso, je me souviens comme si c'était hier de la première fois où je suis allé chez ABP, tellement cette expérience m'avait marqué à l'époque. Et je ne parle même pas du plaisir ressenti lorsqu'ils habillent votre montre du bracelet que vous avez commandé. Ces artisans transforment votre idée en un objet réel, tout simplement magique. D'ailleurs, ils s'apprêtent à refaire une beauté à la boutique pour encore améliorer l'expérience client, et Yann souhaite en profiter pour proposer le stock existant de bracelets, Apple Corner, maroquinerie, accessoires et tout ce qui est en stock à prix remisé. Aussi, vous me demandez souvent par MP si je connais des revendeurs pro vintage. Là, non seulement ils ont du stock pour toutes les bourses, et vous pouvez d'ailleurs voir les montres en ligne, mais en plus, à cette occasion, ils consentent une baisse de 300 € sur chacune des pièces en stock. Carrément canon. Pour en savoir plus, soit le site web abpconcept.paris, soit directement en boutique, 56 place du marché Saint-Honoré et Paris 1er. À bon entendeur. Et maintenant, place à l'épisode 57. Un épisode d'anthologie avec le maître de la disruption horlogère, j'ai nommé Jean-Claude Biver. Alors je vous connais par cœur la commu. Avant de démarrer l'épisode, vous avez regardé la durée parce que vous êtes des petits malins et vous vous êtes dit « Bizarre, Edouard n'a pas fait 2h30 avec Jean-Claude Biver. » Vous voyez, je vous connais bien. En effet, l'épisode dure un peu plus d'1 heure et bien sûr, j'ai encore 1 million de questions à lui poser. Mais vous allez voir, c'est du concentré. Et puis je vous rassure, il est prévu qu'on en fasse d'autres courant 2024. Dans cet épisode que j'ai adoré enregistrer, vous vous en doutez, nous revenons sur 50 ans d'une carrière exceptionnelle. L'occasion de découvrir plus en profondeur une personnalité à l'esprit vif et tout en intelligence. Mais je ne vous fais pas languir davantage, voici pour votre plus grand plaisir l'épisode 57. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, chers auditeurs, je dois vous avouer que je suis un petit peu comme un gosse le soir de Noël. Je reçois un invité que je qualifierais de passionné, et arrêtez-moi si je dis une bêtise, j'ai mon invité en face de moi qui pourra hocher la tête ou me dire s'il est d'accord avec moi, passionné, habité, disruptif, et je pense que c'est très important, et instinctif. Je reçois tout simplement Jean-Claude Biver, ou plutôt c'est lui ou c'est vous qui me recevez à la manufacture des montres Biver, dans cet endroit incroyable, cette ferme du 18e siècle, je crois. Oui, plus ou moins. Oui, merci. Oui, non, c'est le 18e siècle. Jean-Claude, merci pour l'invitation. En tout cas, ça me touche beaucoup. Ça va permettre aussi pour certains d'entre vous et des auditeurs de mieux vous connaître. Je vais pas commencer l'épisode en décrivant votre parcours à l'après-vert, mais évidemment, on va évoquer ensemble, dans quelques instants, certains des grands moments de votre carrière. Je voudrais revenir sur certains points que j'ai trouvé assez fascinants. Ce qui me fascine dans votre parcours, avant que vous démarriez, parce qu'attention, quand il démarre, il est intarissable. Ce qui me fascine dans votre parcours, inarrêtable, c'est que vous êtes le témoin et parfois l'acteur de la plupart des moments clés dans l'horlogerie depuis 50 ans. Et le mot disruptif, on va en parler parce que je l'ai dit aussi, on a fait un déj juste avant et je ressortais à chaque fois ce mot parce que moi c'est vraiment ce que je retiens de vous et on développera là-dessus. Et ça revient souvent dans votre parcours.
Et on parlera également de la vision de l'art horloger que je trouve très intéressant, de la montre comme un objet éternel, comme un passage de relais. Ça, je veux vraiment qu'on aille là-dessus. C'est une vision très onirique qui me fait penser, évidemment, on ne peut pas citer Patek avec leur fameux slogan. Moi, j'ai connu tout gamin. Jamais vous ne posséderez complètement une Patek Philippe, vous en serez juste le gardien pour les générations futures. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, Jean-Claude, s'il vous plaît. Bah écoutez, vous avez dit l'essentiel. Je suis d'un caractère disruptif. Je suis relativement créatif, dans le sens que je n'aime pas la répétition. Et je déteste préparer des discours. J'ai horreur de me répéter, ce qui fait que je ne prépare en général jamais des discours. Et puis, je suis instinctif. Oui. Ce qui me permet de me tromper assez souvent. Mais il faut se tromper. Ben oui, non, mais bien sûr. Et puis, pour connaître la vérité, il faut arriver à se tromper. Faire plus de conneries possible. Voilà. Et puis, je suis curieux. Je suis enthousiaste. Je suis amoureux de la vie. Je suis amoureux aussi de ma famille, de ma femme. Je suis amoureux des arbres. On est au milieu des arbres ici en plus. Oui, et j'ai un arbre favori qui fait 40 mètres de haut dans ma ferme, qui est un cèdre du Liban. Très beau. Et je l'embrasse régulièrement, mais je n'y arrive pas. Mes bras n'arrivent pas à l'encercler. J'aime les vaches. J'adore la vache. J'en avais d'ailleurs tout un troupeau. Je ne les ai plus parce que mon paysan qui s'en occupait a dû arrêter son travail à 78 ans. D'accord. Il avait mal au genou. Moi, je commence aussi à 75 d'avoir mal au genou. Ça me rappelle mon fermier. Donc voilà, je suis un amoureux de la nature. La nature est ma mère. La nature me nourrit, la nature m'équilibre, la nature me console, la nature m'encourage, la nature me donne des forces. C'est ce que j'allais vous dire, c'est là où vous trouvez aussi la force de faire certaines choses, évidemment. Bien sûr. Et c'est là que j'ai également appris le marathon. J'ai fait mon dernier marathon. Bon, c'était le dernier, hélas, à 50 ans ou 51 ans. Les marathons de New York, vous avez fait plusieurs fois, je crois, c'est ça, notamment? Oui, je l'ai fait 3 fois. Ouais. Et voilà, donc j'aime manger, j'aime boire, j'aime rigoler. Donc je suis plutôt type bourguignon. Et je dis type bourguignon parce que ma famille, une partie de ma famille, du côté de ma mère, vient de la Bourgogne. D'accord. Et nous avons vécu toutes les vacances les grandes vacances, comme on disait, de l'été. Je les ai vécues en Saône-et-Loire, dans le Beaujolais, plus précisément. Et donc, c'est des périodes qui m'ont influencé, c'est des périodes qui m'ont marqué, c'est des périodes qui, encore aujourd'hui, j'y pense souvent, quand j'ai des petits problèmes ou des gros problèmes, j'essaye de me remémorer ces bons moments de l'époque. Ces bons moments de l'époque, quand on allait pêcher les goujons, dans des petites rivières. Les plaisirs simples de la vie, en fait. C'est ça. C'est ça. Moi, ce qui m'a frappé, tout à l'heure, on a déjeuné ensemble, c'est que vous appréciez vous êtes un amoureux de la vie, en fait. C'est ça. Tout simplement. Absolument. Depuis toujours. Depuis toujours, c'est vrai. Et je dirais même de plus en plus. L'âge me permet de prendre un peu de recul par moment. Et puis, c'est là que je m'aperçois que je suis rien et que c'est la nature qui est ma force. C'est de respecter cette nature, de l'aimer. Voilà, je crois que j'ai bien défini suffisamment ce que je suis. Pas que ça devienne on est pas mal. Un podcast sur moi. Voilà. Je crois qu'on est bien. On va rentrer dans le vif du sujet sur l'expérience et sur les différentes expériences. Évidemment. Alors moi, pour rappel, j'ai fait un épisode, 2 épisodes de podcast sur Audemars Piguet, où je rappelle toute la période en immersif, où je rappelle toute la période Genta, la période de Georges Gollet que vous avez bien connu, avec qui vous avez travaillé, et j'aimerais qu'on puisse revenir un tout petit peu sur les débuts avec Georges Gollet, parce que je trouve que l'intronisation chez Audemars, elle est quand même extraordinaire. Vous étiez pas du tout prédestiné à ça au départ.
Alors, je n'étais pas prédestiné à cela. Néanmoins, on s'était organisé pour que je rencontre Monsieur Gollet. Et Jacques Piguet, qui était mon ami de marathon aussi, sur les 3 marathons de New York, j'en ai fait 2 avec lui. Jacques un jour m'a dit, mais écoute, si l'horlogerie t'intéresse, je vais pouvoir te présenter non seulement mon père, mais surtout t'inviter au 80e anniversaire de mon papa. Et au 80e anniversaire de mon père, il y aura tous les grands de l'horlogerie qui vont venir. Et ça serait une bonne occasion pour toi de participer, je te présenterai, et comme ça tu arriveras à connaître les gens qui sont importants. Réseauter, comme on dirait maintenant. Voilà. Tu vas venir réseauter, il vous disait à l'époque. Et donc, en réseautant, je suis tombé évidemment sur Monsieur Gollet. Personnage incroyable. Personnage incroyable. À la Vallée de Joux, on l'appelle Gogi. Ouais. Parce que des Gollets, des Piguet, il y en a tellement que le prénom ne suffit plus, parce que des Georges Gollet, il y en a 50 dans la Vallée de Joux. C'est les Dupont de France. Donc, on voulait savoir lequel genre. Ah, le Gogi. Donc, chacun a un petit surnom. Et j'ai rencontré donc Gogi, qui m'a dit, mais vous avez fait HEC, vous êtes à la Vallée de Joux. Je dis oui, je vis ici. Ah, c'est formidable. Je cherche justement un jeune que j'aimerais former, et passez donc à mon bureau lundi à 3h. Lundi à 15h, j'étais dans son bureau et il me proposait la chose suivante. Pendant une année, vous ne travaillez pas. Pendant une année, vous n'avez pas de bureau. Pendant une année, vous n'avez pas de carte de visite. Pendant une année, vous n'avez pas de voyage. Pendant une année, vous faites pas de vente. Pendant une année, mais je fais quoi, Monsieur Gollet? Votre pauvreté. Pendant 1 an, vous allez devoir être assis à côté de différents horlogers. Et sur 1 an, vous serez peut-être assis à côté de 80 personnes en tout. Incroyable. Et quand vous êtes assis à côté, vous regardez et vous écoutez. Mais je dis, mais comment? C'est pas possible. Il me dit, mais si, vous allez voir, j'aimerais que l'art horloger, la mentalité des horlogers puisse vous imprégner quelque part. Vous imprégner. À travers l'écoute, à travers les yeux, à travers les odorats, etc. Et vous étiez déjà curieux à l'époque, de toute façon. Alors, j'étais déjà relativement curieux, et puis, surtout, ça m'a semblé tellement bizarre comme proposition. Ah, puis j'oubliais, Monsieur Biver, vous n'aurez qu'un demi-salaire. Ce qui est bien par rapport à ce qu'il vous demandait de faire. Parce qu'il faut bien qu'on amortisse les frais. Ouais. Que vous allez engendrer le fait qu'on vous engage. Ouais. Et j'ai commencé, j'ai fait environ 8 mois, et pendant 8 mois, j'ai connu presque tous les horlogers qui travaillaient, puisque je devais passer des journées assis à côté d'eux, mais j'ai aussi appris à respecter les horlogers, à connaître leurs familles, leurs épouses. J'ai été invité à manger chez eux, ce qui fait qu'après 8-9 mois, je connaissais tous les horlogers d'Audemars Piguet, mais je connaissais personne de la vente, je connaissais personne de la pub, je connaissais personne de la communication, je connaissais que les gens opérationnels qui travaillaient. Le centre névralgique. Et c'est ceux-là qu'il fallait connaître d'abord. Vous êtes rentré par la bonne porte. Et je suis entré par la bonne porte. Je suis entré par la porte de l'art horloger. Et ces horlogers, souvent, étaient également des amoureux de la nature. Ils m'apprenaient, j'ai découvert les plantes carnivores. C'est des plantes qui sont comme des fleurs et qui sont carnivores et qui attirent le moustique ou la mouche et qui se referment dessus et le digèrent. Des choses incroyables. J'ai bien entendu, et ça m'a beaucoup influencé par la suite, j'ai bien sûr connu l'alpage. Le fromage de l'Alpe. Je vous ai senti amoureux du fromage au repas. Ah bah ouais, j'adore, ça m'a pas passé encore. J'adore, et donc, ces 8 ou 9 mois, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 8 mois et quelques, ces 8 mois, ont été
le plus grand cadeau professionnel Incroyable. que j'ai jamais reçu. C'est un privilège exceptionnel. Mais qui ferait ça aujourd'hui? Plus personne. Il n'y a plus une entreprise qui engage un jeune C'est vrai. Pour même observer comme ça. gratuitement. Voilà. Bien sûr. Et donc, je suis entré par la grande porte et je suis entré par la porte de l'art horloger. Et bien sûr, c'était pas n'importe quelle marque, c'était Audemars Piguet. Et en plus, Audemars Piguet était en pleine croissance parce qu'il venait d'inventer la Royal Oak. Puisque la Royal Oak est sortie à Bâle en 72, a été dessinée en 70, introduite en 71 avec Gaulet, les trois mousquetaires, les fameux. Exact. Ouais. Et... Je vois que vous connaissez bien l'histoire, bravo. Bah écoutez, on essaye. J'invite d'ailleurs ceux qui l'ont pas fait à écouter l'épisode où on en parle. Et là, et vous, c'est arrivé quoi, 73, 74, c'est ça? 73. Oui, donc vraiment, vous êtes au début du boom. Au début du boom. De la montre sport chic. Oui. Et au début du boom qui était très relatif parce que boom il y avait, mais dans 2 ou 3 pays. C'était l'Italie, c'était un petit peu la Suisse et un petit peu la France. Incroyable. C'était les 3 marchés qui y croyaient. Le Japon n'y croyait pas du tout. Les États-Unis pas du tout non plus. Donc il y avait du rejet d'un côté Amérique, côté Europe, et puis d'un autre côté, il y avait ces 3 pays qui tiraient et qui avaient convaincu Monsieur Gaulet de lancer la Royal Oak parce qu'il disait il me faut 1000 montres, il faudrait que les marchés m'en commandent 1000 pour que je prenne le risque de lancer la production. Enfin, c'était complètement nouveau. C'était fou. Et cette montre était en acier. Et en acier, c'est ça. Et Audemars Piguet n'avait jamais fabriqué d'acier. La montre en acier la plus chère du monde. La plus chère du monde. C'est incroyable. Donc, j'ai vécu ça depuis le début. Donc, disruptif. On commence avec ce fameux mot qui suit tout le long. La plus belle disruption horlogère. Et encore plus, parce que si on remet dans le contexte, pour connaître aussi cette histoire, alors pas de l'intérieur comme vous évidemment, mais en plus Gaulet avait fait venir les meilleurs publicistes pour faire parler de la Royal Oak, puisqu'à l'époque la publicité était très différente. Donc à l'époque où Audemars commence à parler de la pub à mort pour aller le plus longtemps là-dessus, ben vous entrez au contraire par le mouvement, par l'art horloger, etc. Donc c'est extraordinaire. Enfin, c'est un cadeau. Je pense que Monsieur Gaulet a été une des personnes. Jacques Piguet aussi sûrement, mais Monsieur Gaulet en fait partie des personnes qui ont influencé votre vie. Mais bien sûr, bien sûr, et font partie à part Monsieur Gaulet, Jacques Piguet, et puis d'une certaine manière aussi Monsieur Hayek. Bien sûr, senior. C'est bien sûr. Donc le vous rendez boss compte du game, on dirait maintenant. Quand vous avez 3 leaders comme cela, qui vous tirent, qui en avant, qui vous tirent à travers l'art, c'est extraordinaire. Donc j'ai été un énorme privilégié. Je suis toujours d'ailleurs un très grand privilégié. Et mon privilège, je le ressens d'une manière tellement puissante que j'essaye de me dire, voilà, ce moment-là, enregistre-le. Oui. Comme tu enregistrais un diapositif. Je comprends. Et puis si un jour t'as des problèmes, tu te le repasses, tu repasses ton diapo à l'arrière. Super conseil. Et tu vois de nouveau. C'est vrai. Ce qui peut, voilà. Et je faisais ça notamment aussi quand je quittais la Crète. J'étais amoureux de la Crète. Je suis allé 20 fois en Crète. Et quand on quittait la Crète en bateau, peu à peu, on voyait l'île de plus en plus petite, le soleil se couchant. Et je disais, mets ça dans ta tête, nom de Dieu, que quand t'es de retour et quand t'as des problèmes, tu ressortiras ces images. C'est un super conseil. Moi, je le fais beaucoup. Des morceaux de vie qu'on enregistre comme des petites agapées, c'est-à-dire comme des petits morceaux de vie et qu'on ressort quand ça va un peu moins bien. Et ça fait tellement de bien. Moi je suis content que vous fassiez ça comme moi, c'est extraordinaire. Donc on est donc ces fameux 8 mois, vous partez par la suite et faites un bref passage chez Omega. Alors oui, je fais début des années 80, mais qui dure pas très longtemps puisqu'ils arrivent au quartz, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ils sont en pleine révolution. Quand je suis arrivé chez Audemars Piguet en 73, c'était la révolution de la montre de luxe, sport chic en acier. Ou même chez Audemars, ils étaient apparemment des horlogers qui étaient furieux, ou en tout cas qui disaient mais attendez, mais quel sacrilège. La plupart des gens ne le comprenaient pas, ce produit. Et il était trop avant-garde pour certains. Il y avait un slogan, je me rappelle, l'agence publicité qui avait dit: est-ce que vous achèteriez un Rembrandt pour son cadre? Ouais, c'est ça. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est
un coup de génie. Extraordinaire. C'est un coup de génie. C'était une publicité d'un copain qui est devenu un peu mon copain, qui s'appelle Heinz Heimann. Et Heinz avait fait cette et qui avait pris le contre-pied en disant c'est la montre la plus chère du monde, la montre acier la plus chère du monde. C'était un coup de génie à l'époque. Coup de génie. Vraiment. Coup de génie. Déjà, alors le quartz arrive, vous arrivez chez Omega, ça vous plaît pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes resté si peu de temps? C'est à cause du quartz? Parce que j'ai été vacciné Audemars Piguet. Eh ben oui. Quand vous êtes vacciné de la vallée de Joux et de la montre mécanique, c'est sûr. Vous pouvez pas arriver dans une montre avec des piles. C'est pas possible. Vous êtes chez Ferrari, vous pouvez pas aller chez Tesla, c'est pas possible. Bah oui, ça je comprends bien. Ouais. Je suis d'accord. C'est un peu ça. Je partage 100% votre idée. C'est juste, c'est exactement ça. Même s'ils font de très bonnes voitures chez Tesla, mais c'est ça le paradoxe, c'est que les montres à quartz, et je vous dis, moi à l'époque, mon grand-père qui a arrêté sa carrière fin des années 70, et gamin justement, il me dit, mais ne travaille jamais dans l'horlogerie. Moi je voulais déjà. L'horlogerie est morte, c'est fini. Parce que début des années 80, c'était terminé, les jeux étaient faits. Et donc vous restez quelques mois, et vient le fameux épisode incroyable, on en a un petit peu parlé au repas, Blancpain. Alors bien sûr, et puis moi qui venais de la vallée de Joux, moi qui avais connu que l'art horloger et pas l'industrie horlogère, bien sûr. Je me vois tout d'un coup parachuté chez Omega, non seulement dans une période de crise, mais dans cette industrie, et où je me dis mais c'est pas moi. Puis c'est pas la meilleure période en tout cas d'Omega, je veux dire, sur la production à quartz, etc. Ah ouais. Ils ont pourtant fait des trucs extraordinaires dans les années 70, mais là on arrive à une période un peu plus difficile. Un peu plus difficile. Et donc évidemment, je peux pas rester longtemps. Et je reste, je sais pas, une année ou une année et demie chez Omega. Et je quitte fin 81. Et puis fin 81, Jacques Piguet, de nouveau Jacques, me dit, écoute, il y a la marque Blancpain que le groupe Omega ne veut plus garder. Qui était stoppé depuis belle lurette en plus. Depuis belle lurette, exact. Il était stoppé depuis plus ou moins 20 ans. Oui, 20 ans, c'est ça. 20 ans. Ouais. Et donc, on devrait peut-être essayer de racheter la marque et puis de pouvoir relancer de la montre mécanique. Et je dis, mais attends Jacques, c'est extraordinaire. Moi, alors ça, je pars à fond. Ouais. Et donc, je suis parti avec Jacques Piguet dans la conquête, dans la renaissance de la montre mécanique. Et nous étions, à cette époque, quasiment seuls. Incroyable. Tout au début. Et notre première pub, elle avait le slogan suivant: depuis 1735, qui est l'année de la fondation de la maison Blancpain, virgule, il n'existe pas de montre Blancpain à quartz, point, et il n'y en aura jamais. Incroyable. C'est un truc extraordinaire. Vous pouvez pas imaginer comme ce slogan a bercé mon enfance. C'est-à-dire que c'est fou parce que je me souviens, moi, je suis de 78, donc quand j'avais 15 piges, on était des années 90, le quartz avait quand même fait des dégâts, et vous débarquez, enfin, et dans les années 80-90, débarquent ces pubs avec marqué, il n'y a pas de montre à quartz. Je trouve ça fou de dire ça, parce qu'à l'époque, c'était pas gagné quand même. Hein. Ah bah non, c'était pas gagné du tout. C'était pas gagné du tout. Je trouvais que c'était comme pour exorciser le mal en disant on fait que du monde mécanique, etc. Et c'est fou comme ce slogan, la puissance, un peu comme celui de Patek dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des choses qui restent. Ouais. Et je pense que Blancpain, je sais pas s'il l'utilise encore d'ailleurs. Non, c'est tellement dommage. Il est tellement évident. Mais il est fou. Il est tellement fort. Il est fou. Et donc vous allez prendre les droits de la marque finalement, puisque la marque n'est plus rien. Qu'est-ce qui reste de la marque? Il reste rien. Il reste même pas un établi. Il ne reste même pas une pièce, un prototype. Il y a rien. Même pas une ébauche, rien. Il y a rien. Tout a passé dans la machine à confetti. Qui traîne par là. Il y a rien. On ne trouve rien. Et comme il n'y avait rien, nous nous sommes dit, il faut bien qu'on aille dormir quelque part. Où est-ce qu'on va aller dormir? Vous avez bougé le... Et Blancpain, qui avait été pendant plus de 200 ans à Villeray, dans le Jura bernois, a déménagé. Parce qu'on a dit, du moment qu'il nous faut prendre des locaux, autant les prendre le plus proche possible de Jacques Piguet. Donc on va se mettre à côté de Jacques. Et on a pris la ferme qui est mitoyenne avec la fabrique Frédéric Piguet.
Donc, Frédéric Piguet, qui était non seulement mon associé, mon partenaire, mais c'était également notre fournisseur de mouvement. Ça, c'est donc, énorme. on vivait à côté de lui, accroché à la même... On avait qu'à traverser la rue. Une porte qui permettait d'aller sans passer dehors, qui permettait directement d'aller de mon bureau au bureau de Jacques Piguet. Extraordinaire. Donc, extraordinaire. C'est comme ces restos, vous savez, où les mecs traversent avec les plats et à la cuisine, il faut traverser sur la terrasse. Ah bah ouais, fantastique. Ouais, j'aime bien l'image. J'aime beaucoup l'image. C'est fou. Et ce qui est fou surtout, mais je parlais d'instinctif au départ. Qui pouvait croire et miser à l'époque sur des mouvements mécaniques en tout cas, dans les années 80, où tout le monde, Zénith se casse la gueule, tout le monde en pâtit. Il n'y a pas une. Tout le monde se casse la gueule. Il y a quasiment aucune marque qui s'en relève sans égratignure. Hein, clairement, il y en a pour qui ça a été fatal. Comment vous dites au fond de vous, ça va revenir, ou c'est juste une croyance personnelle? C'est quoi le leitmotiv là-dedans? Alors, le leitmotiv, et que j'ai utilisé et qui m'est propre et auquel je crois, c'est le leitmotiv que j'ai utilisé au Crédit Suisse, à Zurich. Pour les convaincre. Lorsqu'il a fallu convaincre des banquiers de nous prêter 50 000 francs. Et j'ai sorti de ma poche un stylo, enfin une plume, Mont Blanc. Oui. Un Meisterstück. Le Meisterstück. Ouais. Et j'ai dit, ça, à côté du Bic, la montre à quartz, c'est les Bic. Ah ouais. Et ça, c'est le Meisterstück. Excellent. Et regardez, quand on écrit, et j'ai fait des lettres. Des circonvolutions, des trucs. Ça, c'est ça qu'on va faire dans l'horlogerie. Et c'est ça la tendance. Un dessin vaut 1000 mots. Vous allez voir la tendance du futur. C'est comme les voitures qui ont sur les sièges du simili-cuir, ou bien la vieille Jaguar qui a un cuir Connolly. Voilà. Le Connolly qui sent et tout. C'est ça. Ou le vernis du bois, vous savez, le bois de Zebrano, ce genre de choses. Voilà. Et je leur ai expliqué ça. Et c'était qu'est-ce que c'est puissant un des moyens pour leur faire comprendre que notre concept, c'était le futur. Mais en une phrase, vous aviez tout dit finalement. Bah ouais. Plutôt que de... Allez, non, tout était dit. C'est ça. C'est fort, ça. Un dessin vaut 1000 mots ou une image vaut 1000 mots, comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour les voitures. Donc, vous arrivez à les convaincre. 50 000 francs suisses. Oui. Pour reprendre la marque? Pour reprendre la marque, la marque nous a coûté 22 000 francs suisses. 22 000 francs suisses, c'était ce qu'on a dû payer pour acquérir les droits. Incroyable. Donc, c'était... Il faut se remettre là dans le contexte. Bon, c'est pas 22 000 francs suisses de maintenant d'une part, et d'autre part, il y avait que dalle. C'est-à-dire que... il y avait que dalle, il y avait rien, il y avait qu'un nom. Il y avait une marque dont les jeunes ne se rappelaient pas. Bah non. C'est comme si maintenant vous sortiez une marque dont les jeunes ne se rappelaient pas. Vous sortez pas aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui connaît. Et là, pendant ce temps-là, il y a des milliers de personnes qui sont en train de googliser Panhard, qu'est-ce que c'est, pendant qu'ils écoutent le podcast. Vous cherchez, vous débrouillez. Allez, un peu de curiosité, les enfants. D'accord. Donc ça, pendant plus de 10 ans, et à la fin, je veux dire, au bout de 10 ans, Blancpain retrouve ses lettres de noblesse. C'est sûr. A des mouvements Piguet. Piguet, 100% Piguet. Il n'y a pas un mouvement qui ne soit pas Piguet. Incroyable. Donc, Blancpain est tout d'un coup une manufacture. On a les 6 pièces maîtresses. Dans l'horlogerie traditionnelle, il y a 6 pièces maîtresses au niveau mouvement. 1, l'ultra plate. 2, la phase de lune. 3, le quantième perpétuel. 4, le chronographe rattrapante. 5, le tourbillon. Et 6, la répétition minute. Et Blancpain, en 1989, présente les 6 pièces maîtresses dans un seul écran. Incroyable. Donc, vous pouvez acheter les 6 pièces maîtresses de l'art horloger. Tout est dit. Et voilà. Et en 82, le quartz a tout détruit. Et en 89, on sort avec les 6 pièces maîtresses. Mais c'est le choc dans l'horlogerie. Et tout le monde se dit, mais il faut qu'on fasse la même chose. Et on relance la locomotive. Voilà, on relance la locomotive. On a mis le charbon, avec l'énergie etc. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Et ce que vous m'avez dit pendant le déjeuner, ce que je trouve incroyable aussi dans le mode disruptif, c'est que vous n'êtes pas reparti avec des montres en or, etc., etc. Vous avez
à la distribution jusqu'au bout. Mix and match. Bien sûr. Ces montres-là, les montres mécaniques, elles n'existaient pas en acier. L'acier n'était pas un matériau noble. D'ailleurs, Audemars Piguet, dans la Royal Oak, on disait l'acier noble. Donc, on voulait anoblir l'acier parce qu'on avait peur que le public dise mais de l'acier. C'est ce qui fait les rails. C'est ce qui fait les rails des chemins de fer. Exact. Et on retrouve, parce que les jeunes comprennent pas bien forcément ça, mais il faut remettre dans le contexte. Encore une fois, avant la Royal Oak, on portait des montres non étanches, fragiles à la poussière, ultra plate, en or la plupart du temps, etc. Alors que là, on arrive sur une montre étanche, sport chic, bracelet acier déjà. Bracelet acier, moi, je sais que c'était de la science-fiction concrètement. Fallait mettre. Alors, si on n'avait pas trop d'argent, on mettait du box. Si on avait plus, on appelle plus ça du box maintenant. Ouais. Si on était un peu plus argenté, on mettait du lézard, etc. Mais on mettait pas de l'acier, quoi. Ça n'existait pas. Exact. Moi, je me rappelle, mes grands-parents disaient c'était les montres d'ouvriers. Mais entre guillemets, il faut remettre dans le contexte. C'était pas péjoratif. Non. C'était comme ça, en fait. Bah oui. Voilà. Parce qu'il fallait qu'elle soit résistante. Donc là, vraiment, on change tout. Vous avez avec des montres bicolores. Vous introduisez l'acier. Et en 7 ou 8 ans, vous remettez les lettres de noblesse de la montre mécanique et tout le monde emboîte le pas. Qu'est-ce qui se passe après? Dans 93, là, il y a un gros pas qui est franchi aussi, là. Écoutez, en 93, Jacques Piguet et moi, moi, je suis un peu dans une crise personnelle. Existentielle. Peut-être, c'est mes 40 ans, voilà, peut-être. On a tous fait celle-là. Je l'ai faite aussi. Et donc, nous décidons de vendre nos deux entreprises. Vendre d'une part Frédéric Piguet, fabrication de mouvements, et puis Blancpain, fabrication de montres. Et donc, nous décidons assez rapidement, malheureusement, mais ce qu'on fait des fois vite, on ferait mieux de tourner sa langue encore une fois de plus et de bien réfléchir. Enfin bref, nous vendons les deux marques prestigieuses. Et il se passe la chose suivante. À peine que j'avais vendu, je suis encore parti à Hawaï en vacances avec mes enfants, ce qui démontre que j'étais déjà un petit peu infecté. Parce que normalement, j'aurais dû partir me promener dans la forêt du Jura. Il fallait faire Compostelle, il a fait Hawaï. Voilà, j'ai fait Hawaï, c'est pas très glorieux. Et donc, je fais Hawaï, je rentre et je téléphone à Monsieur Hayek. Et j'ai dit, Monsieur Hayek, j'aimerais travailler. Et j'aimerais retourner chez Blancpain. Il m'a dit quoi? Et comme il était assez agressif, il me dit comment? Vous voulez pas faire du golf? Je dis mais mais je dis mais moi j'ai jamais fait du golf. Moi je suis un amoureux de la nature et je trouve que les terrains de golf dénaturent la nature. C'est de la nature artificielle. Domestiquée, exactement. Et donc non, j'aimerais vraiment travailler. Et vous savez, j'ai l'impression d'avoir vendu non seulement mon âme, mais d'avoir aussi vendu mes hommes. J'ai vendu mes horlogers. J'ai vendu... Vous l'avez ressenti comme ça, vos horlogers? Non, eux, ils l'ont pas ressenti comme ça, mais moi, vous le ressentiez? Non, moi, je l'ai ressenti. Je me suis senti coupable. Vous avez regretté au début? Bien sûr, et j'ai regretté pendant... allez, on va dire les choses comme elles sont. J'ai dû regretter pendant 40 ans. J'ai dû regretter jusqu'il y a 2 ans. Incroyable. Il y a 2 ans, non même pas, il y a 1 an et demi, je me suis dit, la seule thérapie que je vois pour ne plus jamais regretter la vente de Blancpain, c'est de terminer ma vie en bouclant ce que je n'ai jamais pu faire en refaisant Blancpain. Mais pas sous le nom de Blancpain, et pas comme Blancpain, mais dans l'esprit de Blancpain, et de terminer. Cette quête d'excellence, quoi. Voilà. Et donc, ça m'a donné courage, avec une addition de plus de motivation, c'est de prendre mon fils. Et je me suis dit, avec ça, tu peux, 1, te guérir de la vente de Blancpain, mais 2, tu enrichis ton fils, tu enrichis ta famille, tu leur lègues du savoir, tu leur lègues une passion, et on construit une marque pour l'éternité. Et ça,
ça m'a complètement décomplexé. C'est l'absolution des péchés. Voilà, exactement. 5 Je vous salue Marie et une marque, s'il vous plaît. Voilà. D'ailleurs, vous me rappelez que la dernière fois que j'étais dans un confessionnal, c'était peut-être il y a trop longtemps. C'était juste après la première communion, je crois. C'est du propre, ça. Et voilà. Donc, Blancpain, c'est l'initiateur. D'accord. De ma deuxième vie horlogère, où enfin, je retrouve. Nous sommes comme Blancpain dans une ferme. Nous sommes comme Blancpain, qui a fabriqué la première année, on avait fabriqué 90 montres. Là, la première année, mais qui était qu'une demi-année, on en fabrique 15. Donc, les montres sont toutes faites à la main. Elles sont extraordinaires. Voilà, et elles ont surtout un élément exceptionnel, c'est que nous cherchons volontairement à maîtriser tout ce qui ne se voit pas. Parce que c'est ça l'art, c'est d'aller jusque dans les détails que le client ou le consommateur ne percevra même pas. C'est ça, et parce que là vous avez un fond transparent saphir sur les bivers, mais pendant très longtemps les fonds étaient pleins, et je me rappelle de certaines marques horlogères qui me disaient on fait une belle finition les horlogers pour le plaisir d'un autre horloger qui va la réviser dans 10 ans ou dans 5 ans et qui va dire putain les finitions elles sont quand même incroyables. Voilà. Et là la boucle est bouclée concrètement. La boucle est bouclée. Ce qui ne se voit pas est bien exécuté. Voilà. Dans un monde où aujourd'hui, généralement on fait à peu près bien ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas est quand même un peu plus bâclé en général. Oui. On le sait. Bah oui, c'est le département des finances qui vous oblige, qui vous dit comment. Pourquoi vous polissez des vis que personne va voir. En plus, avec le tournevis, quand on va visser, on va abîmer là. Donc, laissez les vis brutes. Et nous, on passe 47 minutes de polissage par vis. Et il faut savoir que dans nos montres, il y a 98 vis. Et 98 fois 40 minutes à polir. Donc, vous voyez, et on n'imagine pas le travail d'un polissage de vis, puisqu'en fait, j'avais entendu, effectivement, il faut d'abord vous livrer une vis forcément plus épaisse pour qu'ensuite, quand elle est polie, elle puisse quand même remplir son office. C'est ça. C'est un truc de fou. Voilà. Et puis, il faut pas que la tête de vis se casse en deux. Exactement. À cause de la rainure. Exactement. Et s'il n'y a pas assez d'épaisseur, voilà. Donc, la vis, c'est un art en soi, déjà. C'est vrai. C'est bien vu. Donc, vous entrez dans la porte du groupe Swatch, anciennement SMH, avec Monsieur Hayek, qui aussi a dû être d'un enseignement. Ah bah oui. Enfin, je pense qu'une journée avec Monsieur Hayek, c'est 10 ans de formation, si vous voulez. Ça a dû être quelque chose d'incroyable. Et en revanche, vous parliez, j'avais entendu dans des émissions la notion de disponibilité, d'accessibilité. Apparemment, c'est quelqu'un de très accessible malgré tout. Alors, c'est ce qui m'a appris. Monsieur Hayek, jamais j'ai vu, pourtant j'ai travaillé 12 ans avec lui, jamais je l'ai vu refuser quelqu'un qui venait lui parler. On était en pleine séance de conseil d'administration, peu importe, il laissait systématiquement entrer, ou il prenait systématiquement son téléphone, parce qu'il disait, la première règle que je m'impose, c'est ma disponibilité pour mes gens. Je suis là pour eux. Je suis pas là pour moi. Et si j'ai du travail à faire, il faut que je le fasse le matin à 5 heures chez moi à la maison. C'est tellement vrai. Et Hayek, pendant des années, il m'appelait régulièrement, on va dire 2-3 fois par semaine, il m'appelait régulièrement entre 4h15 et 7h moins quart. Parce que j'étais un des rares qu'il pouvait appeler à cette heure-là. Parce que moi, à l'époque, je me levais tous les matins à 5 heures. Et donc, il m'appelait et il était d'une disponibilité exceptionnelle. C'est incroyable. Et pourquoi vous l'aviez dit aussi, ça, justement? De toute façon, les gens qui disent, j'ai pas le temps, je suis pas prêt. C'est un truc de petit contremaître, ça, en fait. C'est ça. Hein, les gens les plus disponibles que j'ai pu rencontrer sont bien souvent les plus, entre guillemets, prestigieux, en tout cas. Voilà. Avec pourtant des emplois du temps, et je n'aime pas les gens qui disent, j'ai pas le temps. Et être disponible, d'une certaine manière, c'est d'être humble. Exactement. Je suis humble, donc je laisse entrer tout le monde. Et j'écoute tout le monde.
Ça, c'est la Quelqu'un base. comme Bernard Arnault est quelqu'un d'extrêmement humble dans l'absolu. De la même façon. Et modeste. Et modeste. Et modeste. Donc, je pense que bon. Bref. Comment, alors, pour remettre dans le contexte, la révolution, la déferlante Swatch, les montres Swatch, comment c'était vécu? Parce que, en fait, vous remettez un peu l'église au milieu du village avec de la montre mécanique, mais vous entrez dans l'antre du diable quelque part, si on peut dire. Oui. Volontairement, je force le trait, mais vous m'avez compris. Mais Parce que Swatch a introduit la montre à quartz quand même. Swatch, Réintroduit. Swatch introduit la montre à quartz. La montre à quartz, on peut critiquer, pourquoi pas. Mais en même temps qu'ils introduisent la montre à quartz, ils sauvent les emplois C'est ça. de l'horlogerie suisse. Et donc, à la fois, et c'est des épaisseurs, ils abîment, ou moi je pense pas cela, mais on peut dire, vous avez détruit la montre mécanique, mais en même temps, ils offrent des emplois. Et donc, peu à peu, les emplois augmentent, et il y a quelques-uns comme nous, Blancpain, qui commençons à profiter du fait, voilà, Breguet, voilà, donc, nous commençons à entrer dans la montre mécanique et on profite bien sûr de cette pompe quelque part. Cette pompe qui est Swatch, une pompe aussi bien commerciale que industrielle. On peut faire alors juste une petite parenthèse, on peut faire le lien aujourd'hui avec la Moonswatch. Oui. Qu'est-ce que fait la Moonswatch? Elle a permis de renflouer les caisses d'un groupe où il y a des marques qui sont à peine étales et pourtant qui sont des marques extraordinaires. Telles que Breguet, par exemple. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire, qui sont des marques que j'admire. Bien sûr. Enfin, quand on parle avec Emmanuel Breguet, c'est toujours un grand moment de plaisir. Mais voilà, donc on peut, c'est jamais blanc ou noir de toute façon. On peut pas le résumer à quelque chose de blanc ou noir. Ensuite, repositionnement d'Omega. Alors ça aussi. Je voulais en parler quand même. Ça aussi, c'est incroyable. Un jour, monsieur Eric me dit, il faut m'aider à restructurer Omega. Vous vous rendez compte? Et il me montre deux montres qui étaient les deux jaunes. On est en 93 là à peu près. On est en 94. Ouais, c'est ça. Qui étaient les deux jaunes, qui étaient les mêmes, mais une était en plaqué or et l'autre était en 18 carats or. Ouais. Et M. Eric me dit, vous vous rendez compte? Vous trouvez ça normal? Je dis, bah, bien sûr que non. Et en plus, sachez qu'elle existe en 18 carats, mais pour les Allemands, elle existe en 14 carats. Oui. Et pour les Anglais, elle existe en 9 carats. Donc vous aviez une montre qui ressemble à de l'or, mais qui en fait... Du Canada Dry. était au départ, même pas de l'or, du plaqué, ou du 9 carats, ou du 14. Ou si on a beaucoup de choses de 18. Un peu ce qu'il avait fait sur la constellation 25 ans avant. Bien sûr. Donc, il m'a demandé de l'aider à purifier et à resegmenter la collection. Et à starifier, si on peut employer un néologisme, parce que... Ouais, ça c'est, bien sûr. Avec James Bond portait une Rolex avant que vous arriviez. Ben oui, mais on l'a fait changer d'avis. Ça, on a été fort quand même. Ouais. On a réussi à faire changer d'avis. Et puis, le deuxième coup de maître, c'était Cindy Crawford. Qui était une ambassadrice exceptionnelle. D'ailleurs, elle est tellement exceptionnelle qu'elle est encore ambassadrice aujourd'hui. 30 ans après. 30 ans après. Donc, elle n'a pas vieilli du tout. Elle est toujours aussi élégante, elle est toujours aussi belle. Voilà. Et aussi efficace. Parce qu'elle attire les foules, tout le monde l'adore. Elle faisait la constellation, je crois, surtout avec le bracelet intégré, c'est ça? Constellation, exact. Bon, et cette constellation, on l'appelait My Choice. Parce qu'elle était surtout pour la Chine, pour l'Extrême-Orient. Et cette montre avait un nom à part constellation, My Choice. Les ventes s'en ressentent tout de suite? Bien sûr, les ventes sont tout de suite montées à cause de Cindy, mais la montre la plus spectaculaire ou la montée la plus spectaculaire fut la James Bond. Voilà, c'était Pierce à l'époque, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, exact, c'était son premier James Bond d'ailleurs. Ouais. Je sais plus le nom. On reprend un peu en plus l'élégance de Roger Moore, un peu par le pince sans rire, un peu le flegme. Tout à fait. On retrouve ça, donc c'était c'est incroyable. Donc là, ça repart très bien. Ça ronronne pendant 10 ans ou c'est plein tube là-dessus. Les 93-2004 avant Hublot. À fond. 10 ans à fond. D'ailleurs, on a repassé le cap du milliard de chiffre d'affaires, avant la fin du siècle, avant l'an 2000. On était déjà de nouveau au milliard. Donc, la remontée d'Omega était spectaculaire, mais on revenait aussi de loin. C'est vrai. Quelque part. Ils avaient tout pour réussir. Tout.
tout. La La mouloire. C'était fou, quoi. C'est fou. Ils avaient des pépites. Des pépites. Et ils en ont encore plein. Ouais. Mais, Et ils en ont encore plein. et C'est ça. ils étaient pas. Alors aujourd'hui, ils sont toujours un petit peu à la droite du Saint-Père par rapport à Rolex pour dire ça. Ouais. Ils étaient pas aussi près de Rolex à l'époque quand même. Il y avait quand même une marche un peu plus large et vous avez réussi à les rapprocher de Rolex quand même. Oui, Grâce mais à on est James encore loin. Et pourtant, sur des mouvements, enfin le coax, c'était incroyable déjà en fiabilité. Mais il faut pas oublier que on ne vend pas que de la qualité. On vend la qualité est nécessaire parce que c'est la base de tout. Mais au-dessus de la qualité ou à côté de la Ouais. qualité, il faut aussi l'immatériel. Faut le rêve. Il y a le savoir-faire Il faut et le faire savoir. Le faire C'est ça. Voilà. Il faut le rêve. Il faut savoir le marketer, comme on dit. Ouais. Et ça, faut dire quand on voit la constance des publicités Rolex, Ils sont très forts. c'est de force Le incroyable. slogan A crown for every achievement. Mais C'est bon. Zénith a essayé d'en trouver un peu près pareil là récemment, j'ai vu, mais bon, Dieu sait que pourtant que je suis un fan de Zénith. D'accord, donc et la planète Océan, c'était vous ou pas? Non. Non, c'était après, hein, c'était en Ça, c'était 2007, après. je crois. Ouais, c'est ça, hein. après. Ouais, c'est ça. Planète Ocean. Ouais, d'accord, la 2500. Arrive l'épisode, alors celui-là aussi, l'épisode Hublot. Ça, c'est quand même Ça, c'est quelque mon chose. plus grand succès Je- personnel. Et à l'époque, je me souviens, parce que moi, je disais, quand j'étais gamin, je disais pas Hublot, je disais MDM Hublot. Parce Ah qu'on oui. disait MDM Hublot. Et MDM voulait dire la montre des montres. Voilà, alors, Montre des montres. j'avais entendu que dire c'était avant, c'était Marie-Daniel Montre. Alors, C'est ça, il en y a fait. les deux versions. Ouais, je sais Il y pas a quelle est la aussi vraie. Marie-Daniel Montre. Je crois. Moi, j'étais resté sur Montre des montres parce que je trouvais que ça claquait bien quand même, franchement. Mais c'est vrai que, et je me souviens de ces montres qui étaient l'introduction du caoutchouc. Ouais, C'était fou. Ouais, c'était fou. Pris le- C'est une belle disruption. Voilà, encore une discussion. L'arrivée des montres caoutchouc, disruption totale. Qui aurait un jour pensé que des femmes ou des hommes allaient se mettre un bracelet Mais caoutchouc personne. autour du poignet? Mais personne. Le caoutchouc qui vient du pneu. Non, c'est pas possible. Un joint torique. Ouais. Pas possible. C'était fou. Et comment, après Carlo Croco, quand vous êtes arrivé, vous avez imposé des choses ou ça allait dans le sens de l'histoire du hublot? Comment c'était disruptif encore? Parce qu'il y avait déjà quand même un terreau fertile à tout ça. Il y avait quelque chose déjà là-dessus. Comment ça se passe en arrivant en 2004? Alors, écoutez, pour moi, ça se passe relativement bien parce que je viens avec un passé couronné de succès. C'est vrai. Donc, je C'est vrai. suis immédiatement crédible. Ah oui. Et la crédibilité est un des éléments essentiels pour le dirigeant. Un dirigeant, s'il veut s'imposer, il doit d'abord être crédible. Et la crédibilité, elle vient Estimé, comme on dit toujours. estimer que, voilà. Et ça a été mon très grand avantage. Ouais. C'est que tout le monde me respectait Mmh. et tout le monde me suivait sans trop de contestation parce que j'avais montré ce que je savais faire. Donc, je viens couronné de succès, donc c'est sûr que quelque part, je n'ai pas eu trop de difficultés à imposer mes vues. Oui. Et puis ça, en plus, c'était ça exacerbait quelque chose qui était déjà présent chez Hublot. Parce que cette volonté de faire des montres assez disruptives malgré bah tout oui. était déjà là. Bah, c'était Monsieur Concrètement. Croco, ça. C'est Voilà, c'était, on sûr. était vraiment avec Picciotto qui avait aussi aidé à tout ça, avec Laurent Ouais, Picciotto, etc. Mais on était vraiment sur ça. Vous allez plus loin, vous introduisez des nouveaux matériaux. Oui. Très important, ça aussi. Bah oui. Et ça aussi, il faut remettre dans le contexte. Il y a Là. 25 ans, enfin, il y a 20 ans. Mais c'était fou, quand même. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. Avec Hublot, on a dû créer un laboratoire de métallurgie. Et, un laboratoire de dinguerie. métallurgie avec 4-5 personnes qui étaient employées et qui n'étaient là que pour faire de la recherche sur les métaux. Et oui, parce que les seuls, il y avait, c'était carbone, tungstène, magnésium, etc. Ouais, puis encore, ouais. Et les seuls qui faisaient du carbone, c'était Richard Mille qui démarrait. Oui, alors ça, c'était après. Oui, Richard Mille démarre, je crois, en 2000... Ben, moi, vraiment en 2001, je crois, de mémoire. 2000, Ouais, dans 2001, ces eaux-là. voilà, ouais. Et donc on est à peu près dans ces eaux-là aussi. On est vraiment sur les balbutiements. C'est pas des matériaux qui sont utilisés concrètement. Donc, Non, ils sont pas, ils sont peu utilisés. le public est réceptif. Le public devient réceptif, surtout lorsque Hublot invente l'or non rayable. Oui. Ça, c'est monstre. Que l'or, qui est du 18 carats, et qu'on arrive
à travers de la technologie, à transformer les propriétés de cet or pour le rendre plus dur, pour le rendre moins lourd. Mais attendez, c'est les deux handicaps de l'or, c'est que c'est lourd, et deuxièmement, c'est mou, parce que ça se règle. La joncaille. Eh bien, l'or Hublot, le Magic Gold, comme on l'appelle, il est inrayable et il est 30% plus léger. Et ça prend encore plus son sens parce que les hublots ont un tel fasté, poli, brossé, enfin c'est tellement sharp, c'est tellement précis que c'est voilà, on est tellement sur des choses à l'instar d'une Royal Oak, par exemple. C'est vraiment sur des choses très sharp. Donc c'est encore plus dingue de voir ça et ce que je pense, alors ce qui s'est souvent passé en plus début 2000, c'est que le public demandait des modèles comme ça. L'industrie horlogère de son côté était pas très fan de tout ça. On était quand même encore sur du conservatisme. Ça devait un petit peu ruer dans les brancards du côté horloger et marque, non? Ils devaient vous regarder un peu comme qu'est-ce que c'est que ce bien ce sûr, jeu bien sûr. Et puis on a été critiqué pour l'or magique en disant vous n'avez pas le droit de changer les propriétés de l'or, mais enfin voilà. Et de vous? Tant que c'est du 18 carats, tant que la quantité d'or pur reste la même. Sinon, vous n'avez plus le droit au poinçon. Donc, nous, on a réussi à garder et le poinçon et à changer les propriétés. Bah, de toute façon, tout le monde le fait maintenant. Everose, enfin, tout le monde fait ces choses-là. Oui, parce que on a lancé un peu la mode exact, la mode de la métallurgie dans la montre. Or, c'était tout simple. Que la montre soit influencée par la métallurgie, c'est tout ce qui est de plus normal. Parce qu'une montre, elle n'a que des matériaux, que ce soit la boîte, c'est de l'or, ou le fond, ou le verre saphir, ou le cadran. Faire une montre, c'est utiliser à bon escient, à des endroits particuliers, le bon métal et les bonnes couleurs. Exactement. Il y a une question que je voulais vous poser, qui pour moi est très importante, effectivement. Alors, on arrive ensuite, je passe rapidement, mais chez LVMH. Déjà, pourquoi vous quittez Hublot? Alors, je quitte Hublot parce que j'ai atteint une limite stupide. Tu vois, j'ai fait beaucoup de stupidités aussi. Il faudrait faire un jour un podcast sur mes stupidités. Et je suis tellement stupide que j'ai l'impression qu'à 70 ans, on peut prendre sa retraite. Alors qu'on est passionné. Alors qu'on est passionné et que une passion ne se met pas à la retraite. Il est impossible de dire à Picasso arrête de dessiner ou dire à Mozart arrête de jouer du piano, t'as 75 ans. Mais que ça peut faire? Donc, avec mon illusion de penser qu'à 70 ans, on doit prendre sa retraite et vivre gentiment, prendre sa femme en vacances, les enfants. Mais pourquoi pas aller avec sa femme en vacances? Ça me donne même envie. Mais écoutez, faut pas prendre une retraite. Si vous avez une passion, conservez-la, s'il vous plaît. Ne la lâchez jamais. Vous êtes éteint quelque part. Mais oui, c'est ça. Mais oui, on est éteint. Comme beaucoup de retraités. Bien sûr. On le voit. Et on dit même que certains retraités sont tellement éteints qu'ils s'éteignent définitivement. J'ai connu quelqu'un comme ça quand je travaillais à la radio. Rien à voir, qui était buraliste, qui adorait son métier, parce qu'on peut adorer tous les métiers. Il disait vivement la retraite, je pourrais aller partir, etc. 6 mois après, il est décédé. Parce qu'en fait, il n'a pas supporté le changement d'activité. Il s'est emmerdé et il en est mort. C'est fou, vous vous rendez compte, ça? C'est ça. Quand on aime ce qu'on fait, on peut pas s'arrêter comme ça. On peut pas s'arrêter. Encore une fois, une passion ne peut pas se mettre à la retraite. Voilà. Du coup, LVMH. Du coup, LVMH, qui était une retraite extrêmement active et agréable, d'ailleurs. C'est une maison, c'est un groupe incroyable. C'est un groupe incroyable, c'est un groupe extraordinaire, c'est magique. Avec une latitude, avec une élégance. Une élégance rare. Les marques, sobriété, élégance, chapeau. À l'image de son dirigeant, du patron, son patron, de toute façon. Et là, voilà, la question que je voulais vous poser, vous qui êtes un fervent défenseur de la mécanique, vous avez quand même introduit les montres connectées. Alors ça m'intéresse. Alors oui, la montre connectée introduite chez Blancpain ou introduite chez Hublot,
aurait été une maladresse de ma part. Par contre, une montre connectée introduite chez Tag Heuer, et TAG, Tag Heuer, veut dire technique avant-garde. Et si dans votre nom de fabrique, vous avez technique d'avant-garde, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas faire des pièces de musée. Donc, j'ai dit, la technique avant-garde nous appelle à faire une montre qui est comme un téléphone portable, mais portable au poignet. Et donc, ça n'a pas rien à faire avec la montre à quartz. Ça n'a rien à voir. C'est une montre qui est différente. Et donc, comme elle n'est pas à quartz et qu'elle est différente et qu'elle appartient à la technique d'avant-garde, faisons 100 pièces chez Tag Heuer. Et voyons ce que ça donne. Surtout que Tag Heuer est connu pour son chronométrage, est connu... Oui, c'était hyper legit, c'était complètement légitime à la marque. C'était complètement dans la lignée et dans le sens de l'histoire, quelque part. Donc on l'a fait, et ça a été un succès incroyable dans le sens de la vitesse de vente des pièces, parce que on s'était limité à faire, je sais plus, 100 000 ou 80 000 pièces, ce qui nous semblait énorme, mais ce qui, dans la montre connectée, est des chiffres. Oui, la production n'est pas la même. Voilà, la production n'est pas la même. Et donc, voilà, en fait, sur la montre connectée de Tag Heuer, j'ai aucun regret. J'ai même des compliments, et je trouve que c'est une montre qui est encore aujourd'hui, qui est extrêmement intéressante, et qui, bizarrement, n'a quasiment pas vieilli. D'autant plus qu'on donnait des modules qu'on pouvait remplacer. Oui. Donc, vous aviez une montre et vous pouviez changer vous-même de module. Pour le faire progresser. Voilà. D'accord. Et la moderniser. Donc, voilà. Et l'aventure Tag Heuer, avec la montre connectée, a été pour moi extraordinairement excitante, extraordinairement riche. Et j'en ai beaucoup profité. Et en plus, j'ai eu du plaisir à la porter parce que c'est une montre avec laquelle on peut faire du sport, on peut tout faire, il n'y a plus besoin de mettre une Casio. C'est pas en concurrence avec une montre mécanique. C'est pas du tout, ça joue un autre rôle. Ce discours, c'est une connerie, les gens qui disent est-ce que t'es connecté, la team connectée, la team... Non mais attendez, c'est deux choses différentes en fait. On peut porter une Garmin ou une Tag Heuer ou ce que vous voulez. Tout à fait. Et même en porter une à chaque poignet, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ce sont deux choses différentes. Une est, comme vous disiez une fois, un ordinateur, quelque chose de mesuré, et l'autre est une pièce d'art horloger, une pièce de poésie, une pièce d'onirisme quelque part. Enfin, je pense. Bien sûr, vous avez raison. Je pense que vous avez raison. C'est comme ça, en tout cas, que je le vois. Ce sont deux choses totalement différentes. Ouais, on est d'accord. Donc après, on arrive sur la fin. Enfin, vous avez fait ça sur Tag Heuer. Vient Zenith en 2017. Zenith qui avait déjà refait qui était quand même revenu sur le devant de la scène en 2012, qui s'est rattrapé. Parce que Zenith a fait des conneries quand même entre 2000 et 2010. Des choses en tout cas où ils se sont un peu tourné le dos au public, avec des designs un peu plus hasardeux. Des designs un peu osés. Un peu hasardeux, des diamètres un peu, des choses, bon bref. Ils sont revenus avec, en reprenant le Primero classique, avec les 3 couleurs en 2012, etc. Vous, quand vous arrivez en 2017, vous continuez ce qui a déjà été fait, finalement. Il n'y a pas de disruption, cette fois-ci. Non, on se reconnecte à l'histoire. C'est ça. On se reconnecte au concept. Au riche passé de Zenith. Au riche passé de Zenith, exactement. Mais on se reconnecte non pas en copiant le passé, mais en s'inspirant du passé. Ouais. Je trouve que c'est une montre, c'est une marque qui est underrated, comme on dit, qui est sous-notée, qui est sous-évaluée. C'est une marque. Mais la vraie valeur, elle est là. La vraie valeur du Zénith, elle est là. Ouais. Manuf. Elle est là. Ouais. Mais c'est une marque qui devrait coûter beaucoup plus cher. Peut-être que c'est la solution. Des fois, le prix. Parfois, c'est vrai. Mais oui, des fois, le prix vous pousse en bas. C'est vrai. Et parfois, il vous pousse en haut. C'est très vrai ce que vous dites. Et ensuite, Beaver Watches avec votre fils.
finalement le Blancpain 2.0. C'est ça. C'est ça en fait. Enfin, Mais bien sûr, c'est ça. la suite, la boucle est bouclée. La enfin, boucle se boucle, exactement. enfin, vous arrivez à combattre vos vieux démons d'il y a 40 ans, Mais ça, oui. qui vous rongeaient, Mais oui, et qui mais vous oui. hantaient. Oui, Production entre 15 et 30 pièces par an pour C'est l'instant, ça. c'est ça à peu près? oui, et puis on a un budget pour 2030. Ouais. C'est pas demain, mais c'est quand même dans 7 ans déjà. Hmm. On a un budget de 60 pièces. Donc on reste Mais oui. modeste, mais il faut aussi dire que le prix moyen aujourd'hui de nos montres, il est quand même pas loin du demi-million. Oui. Donc c'est quand même des montres qu'on vend pas tous les jours. Mais d'ici 2030, on va aussi introduire petit à petit de la haute qualité, mais à un prix Un peu plus accessible un peu pour plus le accessible. commun des mortels. Exactement. On est toujours dans la porte de la complication. Oui. Enfin, On est grande sur- complication. Voilà, grande complication et la terminaison. Nous sommes extrêmement pointus au niveau des décorations. Fini. J'ai vu le dos La de la montre, finition. la vôtre. Si vous le permettez, je prendrai quelques photos pour Oui, qu'on les oui, mette. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai jamais vu des platines ou des ponts aussi miroirs incroyables. Enfin, c'est fou. Et c'est des définitions qu'on voit pas habituellement. Ben non, parce que l'industrie a plus ou moins gommé cela, parce que ça coûte extrêmement cher. Ouais. Quand vous pensez qu'il faut 40 minutes de polissage par vis et que vous avez quasiment 100 vis dans une montre, 100 vis à 40 minutes, C'est fou. ça fait 4000 C'est minutes. fou. 4000 minutes divisé Et on par... a que les vis. Et on a que les vis. On a que des vis. Je vous disais, les seuls pour moi qui, c'est le Ikigai, c'est les seuls qui arrivent à avoir cette philosophie, c'est Grand Seiko, par exemple. Ah ben, c'est les Japonais. C'est, voilà. Ah ouais. C'est Le le- Kaizen. Voilà, le polissage Kaizen. là-dessous, c'est ça, quoi. Eh ouais. Mais on retrouve un peu cette Bien philosophie, mais c'est quand même c'est les rois, quoi. Et je vais vous donner un scoop, Ah. qui sera peut-être un scoop. J'ai envie de nommer, là, on est en train de développer une montre heure, minute, seconde, et on m'a dit, ah, mais tu devrais trouver un nom. Puis je me suis dit, mais le seul nom qui me va, c'est le japonais Kaizen. C'est parfait. Parce que c'est ce qu'on fait, Parfait. fait, sans arrêt, améliorer. Ne pas refaire ce qu'on a fait hier, mais faire mieux que C'est hier. ça. Kaizen. Et là, j'invite mes auditeurs à écouter les épisodes sur Grand Seiko. On parle de ça, justement, de l'ikigai, on parle du polissage, etc. Bah ouais. Enfin, toutes ces choses-là. c'est Et même ça. les ingénieurs, allez voir C'est Kentaro Hattori pour lui dire, attendez, on veut faire encore mieux. Mais ça. c'est fou. On C'est parle ça. de passion encore. Mais Des gens ouais. qui sont habités Ouais. comme vous. Aujourd'hui, s'il devait y avoir, alors, on va un peu plus focus sur vous. S'il devait y avoir une pièce qui vous a suivi, une pièce qui vous parle, indépendamment des périodes, est-ce qu'il y a une montre qui vous a marqué toute votre vie et qui Ouais. vous en reste? C'est l'ultra plate de Blancpain. D'accord. L'ultra plate avec le mouvement Piguet FP 71 et qui fait 1,64 mm d'épais. C'est un D'accord. mouvement d'anthologie. Ouais. C'est d'une beauté. C'est la base du 21-20, des choses Voilà, comme ça? c'est ça, c'est C'est le ça. 21. Ouais, c'est ça. C'est le 21. D'accord. Une beauté incroyable et surtout une beauté horlogère. C'est la pièce d'horlogerie. On sent qu'on est dans la haute horlogerie. Magnifique. Le calibre 21P. C'est très beau. C'est fin, c'est ultra plat. Les Et montres- c'est l'essentiel, et c'est heure minute, c'est Les tout. montres ultra plates ont quand même quelque chose en plus. Moi, j'ai une vieille Audemars ultra plate des années 50. Vous savez, celles qui sont en 34 mm. Oui, je vois bien. C'est heure minute. Ouais, voilà, c'est ça. Chemin de fer terminé. Terminé. Et Voilà. tout est dit, quoi. Tout est dit. Qu'est-ce que votre analyse globalement en quelques mots, l'évolution. Là, depuis 5 ans, la machine s'emballe dans le bon sens du terme. Il y a plein de nouveautés, ça foisonne, l'horlogerie. On n'a jamais autant vendu de montres que maintenant. Ouais. Mais Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vendu autant de montres. Voilà. Mais ce qui m'emballe le plus, c'est l'âge moyen des acheteurs. L'âge moyen ne fait que de descendre. C'est très bien, ça. Alors qu'à mon époque, il y a 50 ans, il y avait que des vieux qui achetaient des montres. Et aujourd'hui, l'âge moyen, chaque année, baisse. C'est très, Et très ça, c'est un élément encourageant pour le futur quand l'âge moyen c'est vrai. C'est très, très, très vrai ce que vous dites. Moi, j'ai de plus en plus de
à chaque fois je dis gamin parce que c'est affectueux quand je dis ça, qui ont, j'ai eu un gamin de 14 ans qui m'a envoyé un message l'autre jour. Je suis intéressé, ça me passionne, il dit comme ça. Ou des gens de 18, 20, 25 ans, mais en plus qui ont envie de creuser, qui veulent pas se contenter de ce qu'on leur sert, qui ont envie de creuser là-dessus. Et ça, vous avez entièrement raison. Magnifique. On voyait, moi, à l'époque, il y a 20 ou 30 ans, quand on me disait je suis passionné, mais j'étais un obscur geek. Complètement. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'il a. Il a un problème, ce garçon. Il a un problème, ce garçon. Ouais, quand je disais que j'avais acheté une montre à 11 ans, on me dit, tu sais que ça se règle en 10 séances, ça. Ouais, tout à fait. La dernière chose que vous ayez apprise ou vue et qui vous ait émerveillé. Oh, je pense que ça doit être facile à trouver, non? Même récemment, même une petite bricole. Non, ce qui m'a émerveillé, c'est la patience. Parce que c'est ce que je ne suis pas. et mon fils, qui normalement est plus actif et plus rapide que moi, il m'a récemment appris patience, papa. Et j'ai dit non d'un chien. Quand de s'entendre dire ça par son propre fils, patience. Encore une boucle bouclée. Et la patience, c'est une vertu extraordinaire. Et Monsieur Gaulet, mon premier patron, il m'avait appris, quand vous avez un courrier un peu contradicteur, et puis on les connaît ces courriers-là. Vous savez pas comment faire. Vous posez la lettre sur le bureau. Et pendant une semaine, vous la laissez là. C'est ça. Et une semaine après, vous la prenez, vous verrez, vous aurez trouvé la réponse. Ou alors, moi, ce que je faisais, et c'est extrêmement vrai, je l'écrivais, l'email ou le courrier, et j'attendais quelques jours, et je leur disais, mais t'es dingue d'avoir écrit ça. Dingue. On réagit à chaud. Ouais. C'est un peu le problème de notre société, on réagit à chaud. Ouais. Et un peu ce que vous disiez pour Blancpain, votre regret, comme je dis toujours, une petite impatience peut ruiner un grand projet. C'est un petit peu ça, finalement. Ça, vous avez réagi en disant, je veux passer à autre chose, et puis après, vous êtes retrouvé... Qu'avec des regrets. Est-ce que vous nous recommanderiez un livre, un film, un adage, quelque chose qui vous suit comme une lame de fond, qui vous représente? Non, je suis pas un grand lecteur, mais... Une phrase, même quelque chose. Gabriel, je crois, il s'appelle, qui a écrit Le Prophète, qui est d'une sagesse incroyable. C'est quasiment lire la Bible, mais avec passion et patience. Et quand je me souviens de la phrase, vous ne faites pas des enfants pour vous, mais vous les faites pour eux. C'est tellement vrai. Et ça, il y a beaucoup de parents qui, quand je vois des fois des jeunes dans le sport, avec le papa qui est au bord du terrain, qui hurle et tout, je dis les pauvres, on ne doit pas prendre son enfant comme un exemple. Et il faut prendre l'enfant pour lui et pas pour soi. Beaucoup exorcisent leurs démons à travers l'enfant. Ben oui. C'est vrai, à travers les années d'avance, à travers des sports qu'ils n'ont pas fait, des choses. C'est vrai, c'est fou. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Voilà. C'est un très bel, d'accord. Est-ce qu'il y a une musique, quelque chose que vous aimez, qu'on pourrait éventuellement mettre pour annoncer le podcast ou? Non, il y en a qu'une, c'est la chanson des Beatles qui avait donné à notre communauté hippie son leitmotiv, son sens. All you need is love. Ah, c'est beau. Pouf. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'amour. Et c'est essentiel. All you need is love. C'est fantastique. Je suis tellement content qu'on termine sur cette note-là. Jean-Claude, merci pour le temps. Je sais qu'il est précieux. Ça a été un vrai plaisir. Merci à vous. Et merci pour la disponibilité une fois de plus. Pas de problème. Merci d'être venu. Merci. Avec grand plaisir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne prend qu'une seconde et ça aide la chaîne à progresser. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou tout simplement en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Le bonheur est salutaire pour le corps,
mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Marcel Proust. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain 9h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!